Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un nouveau conte de Maupassant. Conte du jour et de la nuit. Très belle écoute à tous. La roche aux guillemots. Voici la saison des guillemots. D'avril à la fin de mai, avant que les baigneurs parisiens arrivent, on voit paraître soudain sur la petite plage d'Étretat quelques vieux messieurs bottés, sanglés en des vestes de chasse. Ils passent 4 ou 5 jours à l'hôtel Hauville, disparaissent, reviennent 3 semaines plus tard, puis, après un nouveau séjour, s'en vont définitivement. On les revoit qu'au printemps suivant. Ce sont les derniers chasseurs de guillemots, ceux qui restent des anciens, car ils étaient une vingtaine de fanatiques, il y a 30 ou 40 ans. Ils ne sont plus que quelques enragés tireurs. Le guillemot est un oiseau voyageur fort rare, dont les habitudes sont étranges. Il habite presque toute l'année les parages de Terre-Neuve, des îles Saint-Pierre et Miquelon. Mais, au moment des amours, une bande d'émigrants traverse l'océan et tous les ans vient pondre et couver au même endroit, à la roche dite aux guillemots, près d'Étretat. On n'en trouve que là, rien que là. Ils y sont toujours venus, on les a toujours chassés, ils reviennent encore. Ils reviendront toujours. Sitôt les petits élevés, ils repartent, disparaissent pour un an. Pourquoi ne vont-ils jamais ailleurs, ne choisissent-ils aucun autre point de cette longue falaise blanche et sans cesse pareille qui court du Pas-de-Calais au Havre? Quelle force, quel instinct invincible, quelle habitude séculaire pousse ces oiseaux à revenir en ce lieu? Quelle première émigration, quelle tempête peut-être a jadis jeté leur père sur cette roche? Et pourquoi les fils, les petits-fils, tous les descendants des premiers, y sont-ils toujours retournés? Ils ne sont pas nombreux, 100 au plus, comme si une seule famille avait cette tradition, accomplissait ce pèlerinage annuel. Et chaque printemps, dès que la petite tribu voyageuse s'est réinstallée sur sa roche, les mêmes chasseurs aussi reparaissent dans le village. On les a connus jeunes autrefois. Ils sont vieux aujourd'hui, mais fidèles aux rendez-vous réguliers qu'ils se sont donnés depuis 30 ou 40 ans. Pour rien au monde, ils n'y manqueraient. C'était par un soir d'avril de l'une des dernières années. 3 des anciens tireurs de guillemots venaient d'arriver. Un d'eux manquait, M. Darnel. Il n'avait écrit à personne, n'avait donné aucune nouvelle. Pourtant, il n'était point mort comme tant d'autres, on l'aurait su. Enfin, las d'attendre, les premiers venus se mirent à table, et le dîner touchait à sa fin, quand une voiture roula dans la cour de l'hôtellerie, et bientôt le retardataire entra. Il s'assit, joyeux, se frottant les mains, mangea de grand appétit, et comme un de ses compagnons s'étonnait qu'il fût en redingote, il répondit tranquillement « Oui, je n'ai pas eu le temps de me changer. » On se coucha en sortant de table, car pour surprendre les oiseaux, il faut partir bien avant le jour. Rien de joli comme cette chasse, comme cette promenade matinale. Dès 3 heures du matin, les matelots réveillent les chasseurs en jetant du sable dans les vitres. En quelques minutes, on est prêt et on descend sur le perret. Bien que le crépuscule ne se montre point encore, les étoiles sont un peu pâlies, la mer fait grincer les galets. La brise est si fraîche qu'on frissonne un peu malgré les gros habits. Bientôt les 2 barques poussées par les hommes dévalent brusquement sur la pente de cailloux ronds avec un bruit de toile qu'on déchire. Puis elles se balancent sur les premières vagues. La voile brune monte au mât, se gonfle un peu, palpite, hésite et bombée de nouveau, ronde comme un ventre,
emporte les coqs goudronnés vers la grande porte d'aval qu'on distingue vaguement dans l'ombre. Le ciel s'éclaircit, les ténèbres semblent fondre. La côte paraît voilée encore, la grande côte blanche, droite comme une muraille. On franchit la manne-porte, voûte énorme où passerait un navire. On double la pointe de la courtine. Voici le Val d'Antifère, le cap du même nom. Et soudain on aperçoit une plage où des centaines de mouettes sont posées. Voici la roche aux Guillemot. C'est tout simplement une petite bosse de la falaise, et sur les étroites corniches du roc, des têtes d'oiseaux se montrent, qui regardent les barques. Ils sont là, immobiles, attendant, ne se risquant point à partir encore. Quelques-uns piqués sur des rebords avancés ont l'air assis sur leur derrière, dressés en forme de bouteille, car ils ont des pattes si courtes qu'ils semblent, quand ils marchent, glisser comme des bêtes à roulettes. Et pour s'envoler, ne pouvant prendre d'élan, il leur faut se laisser tomber comme des pierres, presque jusqu'aux hommes qui les guettent. Ils connaissent leur infirmité et le danger qu'elle leur crée, et ne se décident pas à vite s'enfuir. Mais les matelots se mettent à crier, battent leur bordage avec les tolets de bois, et les oiseaux pris de peur s'élancent un à un dans le vide, précipités jusqu'au ras de la vague. Puis, les ailes battant à coups rapides, ils filent et gagnent le large, quand une grêle de plomb ne les jette pas à l'eau. Pendant 1 heure, on les mitraille ainsi, les forçant à déguerpir l'un après l'autre. Et quelquefois les femelles au nid, acharnées à couver, ne s'en vont point, et reçoivent coup sur coup les décharges qui font jaillir sur la roche blanche des gouttelettes de sang rose, tandis que la bête expire sans avoir quitté ses œufs. Le premier jour, M. Darnel chassa avec son entrain habituel. Mais quand on repartit vers 10 heures, sous le haut soleil radieux, qui jetait de grands triangles de lumière dans les échancrures blanches de la côte, il se montra un peu soucieux, rêvant parfois, contre son habitude. Dès qu'on fut de retour au pays, une sorte de domestique en noir vint lui parler bas. Il sembla réfléchir, hésiter, puis il répondit « Non, demain ». Et le lendemain, la chasse recommença. M. Darnel, cette fois, manqua souvent les bêtes, qui pourtant se laissaient choir presque au bout du canon de fusil. Et ses amis, riant, lui demandaient s'il était amoureux, si quelque trouble secret lui remuait le cœur et l'esprit. À la fin, il en convint. « Oui, vraiment, il faut que je parte tantôt, et cela me contrarie. »« Comment, vous partez? Et pourquoi ? » ?»« Oh, j'ai une affaire qui m'appelle, je ne puis rester plus longtemps. » Puis on parla d'autre chose. Dès que le déjeuner fut terminé, le valet en noir reparut. M. Darnel ordonna d'atteler, et l'homme allait sortir quand les 3 autres chasseurs intervinrent, insistèrent, priant et sollicitant pour retenir leur ami. L'un d'eux, à la fin, demanda « Mais voyons, elle n'est pas si grave cette affaire, puisque vous avez bien attendu déjà 2 jours. » Le chasseur, tout à fait perplexe, réfléchissait, visiblement combattu, tiré par le plaisir et une obligation, malheureux et troublé. Après une longue méditation, il murmura, hésitant, « C'est que je ne suis pas seul ici, j'ai mon gendre. » Ce furent des cris et des exclamations. « Votre gendre? Mais où est-il » Alors, tout à coup, il sembla confus et rougi. « Comment, vous ne savez pas? Mais, il est sous la remise, il est mort. » Un silence de stupéfaction régna. M. Darnel reprit, de plus en plus troublé. « J'ai eu le malheur de le perdre, et comme je conduisais le corps chez moi à Briseville, j'ai fait un petit détour pour ne pas manquer notre rendez-vous, mais vous comprenez que je ne puis m'attarder plus longtemps. » Alors un des chasseurs plus hardis,
Cependant, puisqu'il est mort, il me semble qu'il peut bien attendre un jour de plus. » Les deux autres n'hésitèrent plus. « C'est incontestable, dirent-ils. » M. Darnel semblait soulagé d'un grand poids. Encore un peu inquiet pourtant, il demanda « Mais là, franchement, vous trouvez ?» Les trois autres, comme un seul homme, répondirent « Parbleu, mon cher, 2 jours de plus ou de moins n'y feront rien dans son état. » Alors, tout à fait tranquille, le beau-père se retourna vers le croque-mort. « Eh bien, mon ami, ce sera pour après-demain. » Voilà, j'espère que ce conte vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter, de vous abonner. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite.